Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi d'être encore avec vous ce matin dans le cadre de votre mission hebdomadaire journalière. Vous la connaissez déjà, c'est la grande tribune, cette espèce d'analyse et décryptage des unes parues en Afrique. Pour ce jour, nous avons une bonne brochette pour vous permettre d'avoir la quintessence de toute l'actualité africaine, allant de l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord et peut-être même à l'international si le temps va nous permettre. Vous aurez de quoi mettre sur la dent. Je ne serai pas seul dans cet exercice. Il est là ce matin. Pierre Claver Nkolo, le directeur de la publication de Horizon Nouveau, monsieur le DP. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Raoul, ça avait le même plaisir que je retrouve nos milliers de téléspectateurs dans le monde et au-delà et j'espère qu'ils seront satisfaits de nos prestations. Alors, mais vous avez l'air d'être un peu décrispé ce matin, mais alors, relaxez-vous. Hein. Oui, non, Vous êtes bien relax? Ça va aller. Ok. On prend une légère transition, on revient pour la première une. Allons prendre la première une en Afrique australe et précisément en Afrique du Sud où nous allons prendre Sowetan en Corse ce matin. Vous voyez d'ailleurs ce bras qui est levé. C'est un bras que vous n'allez plus jamais voir, mais alors jamais du tout. La lance est désormais tombée donc, c'est Winnie Mandela qui décède donc à l'âge de 81 ans. Il faut le dire, la militante anti-apartheid sud-africaine meurt donc à 81 ans, symbole de la lutte contre l'apartheid. Pendant 3 décennies, tout au moins, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir aurait été de toutes les batailles pour libérer le noir en Afrique du Sud. Pierre Claver Nkolo, nous allons lui rendre un hommage mérité au cours de cette édition. Alors, dites-nous concrètement, que retenir donc de cette grande dame qui quitte la terre africaine, cette terre d'ailleurs dont elle a donné de tout pour libérer les Noirs en Afrique du Sud? Oui, Raoul, je retiens de cette grande dame le souvenir de quelqu'un qui a donné sa vie, qui a donné toute sa vie et qui a consenti à tous les sacrifices, même à sacrifier son foyer pour une bonne cause, c'est-à-dire le combat anti-apartheid et qui finalement aujourd'hui nous quitte en laissant un héritage matériel et immatériel énorme dans la mesure où l'Afrique est toujours aujourd'hui confrontée au combat pour sa souveraineté, au combat pour sa libération. Je pense que les générations actuelles, les futures, devraient s'inspirer de l'exemple de cette très grande dame pour pouvoir mieux outiller, mieux s'armer face aux défis qui nous interpellent tous en ce moment, c'est-à-dire le défi de la souveraineté, le défi de la liberté vis-à-vis de la prédation internationale organisée. Je crois que Winnie Mandela, son nom sera inscrit, qu'on le veuille ou non, dans le panthéon des grandes figures de l'histoire du monde, parce qu'elle a tout donné, je disais à l'entame, elle a tout donné, même son ménage, elle a sacrifié son ménage, elle a accepté de sacrifier son ménage sans faire beaucoup de bruit, parce qu'elle n'était pas toujours... Elle n'était pas forcément d'accord avec son illustre époux sur certains choix politiques. Voilà pourquoi est-ce qu'elle a sacrifié son ménage, mais en fin de compte, ce qui importait était que l'Afrique du Sud, ou alors l'apartheid, soit finalement battu en brèche. L'apartheid aujourd'hui a été battu en brèche, il y a encore beaucoup à faire, mais l'essentiel a été fait grâce à son combat. On l'a encore vu il y a quelques jours, hein, lorsqu'elle recevait les membres du bureau exécutif de l'ANC qui sont allés lui rendre visite. Tout malade, elle a quand même pu leur donner quelques conseils. Pourquoi pas. Et cette dame, Pierre Claver Nkolo, on retient la mémoire d'une grande dame africaine, mais aussi on retient cette dame qui ne reculait devant rien. Il faut le dire, elle a fait la prison, elle a maintes fois rassemblé autour d'elle certaines forces pour braver haut la main ce système de l'apartheid mis par Peter Botha, qui fut, il faut le dire, hein, un véritable bourreau des Noirs en Afrique du Sud. Alors, est-ce qu'on peut dire de là que l'Afrique du Sud, finalement, perd une dame dont il serait difficile de retrouver? Sinon, peut-être qu'on ne le retrouvera jamais. Avec l'évolution du contexte, je crois qu'elle a rempli son contrat vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de son peuple. Donc aujourd'hui, elle peut se reposer en paix. Mais on ne peut pas dire que c'est fini. Le combat est encore là, mais tout au moins, on a la certitude qu'elle pourra susciter, son souvenir pourra susciter des émules
et que le combat en Afrique du Sud contre l'apartheid n'est pas totalement évacué. Il y a encore des poches de résistance. Par exemple, les Blancs continuent à détenir tout l'appareil économique pendant que les Noirs sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent dans leur galère. Et je crois d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour laquelle elle n'a pas voulu se compromettre en acceptant de divorcer de son mari, de son illustre mari, parce que pour elle, elle avait une vision globale de la victoire contre l'apartheid et non une vision partielle comme l'on a voulu nous faire, que l'on a imposé. Je voudrais dire que Winnie Mandela, je l'ai d'ailleurs déjà dit, à mon avis, à mon humble avis, appartient à cette race de personnes qui croient à un idéal, s'accrochent à cet idéal et finissent par se sacrifier pour voir cet idéal-là se matérialiser. Tout comme son illustre époux qui est décédé il y a quelques années. Sauf que Winnie n'était pas une femme qui acceptait des concessions et des compromissions. Winnie n'a jamais accepté des concessions parce qu'elle courait après un idéal, sa vision, c'était une vision idéaliste. Par contre, son mari était prêt à accepter des concessions pour pouvoir atteindre le même objectif. C'est là où il y a toujours eu une discorde entre les deux. De toute manière, c'est une dame qui s'en va. Elle aura été de tous les combats, on ne va pas cesser de le dire. Elle s'est fait fouetter, elle s'est fait injurier, insultée de tous bords. Elle a été jetée en prison quelquefois, elle est revenue et puis elle a mené son combat. Finalement, la terre de nos ancêtres se referme sur elle. Sauf pour dire, Winnie, allez en paix et que la terre de nos ancêtres vous soit entièrement légère. Mais un dernier, ou peut-être sur cette une, est-ce que Winnie mériterait vous avoir des obsèques dignes de ce nom? Les Sud-Africains vont-ils comprendre ça? Moi, je pense d'ailleurs qu'elle mériterait des obsèques officielles nationales avec pourquoi pas le drapeau en berne, parce qu'elle a joué un rôle majeur. Ce n'est pas l'actuel président sud-africain qui dira le contraire. Qui dira le contraire, à mon avis. Et ce n'est même pas le peuple sud-africain qui verrait cela d'un mauvais œil. Elle mérite. Elle a tout donné à l'Afrique du Sud. Elle a donné toute sa vie à l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre en Afrique des gens capables de... Merci donc pour cette une de Sowetan. Nous allons maintenant au Cameroun prendre une panoplie de une parues ce jour. Alors, ouvrons avec le point en kiosque depuis quelque temps, le point hebdo, qui parle de la présidence qui instruit le dossier Twente Nganou Djoumessi au tribunal criminel spécial. Selon l'hebdomadaire des sources crédibles à la présidence de la République, les deux ministres épinglés par plusieurs dossiers liés à la prévarication, il faut le dire, des fonds publics, seront donc convoqués au tribunal criminel spécial dans quelques jours sur très haute instruction. C'est dire donc que l'épervier qui veut tordre le cou à la corruption plane déjà sur tout le Cameroun. Alors, vous connaissez quand même ces ministres, Madeleine Twente, de la recherche scientifique et l'innovation, je crois qu'elle est là depuis très longtemps. Bien sûr, c'est des personnalités de la République, tout Camerounais, ou alors tout au moins tout journaliste et directeur de publication que je suis, de reconnaître. Maintenant, pour revenir sur l'annonce, je crois qu'il me semble opportun de rappeler quand même que le président Xi Jinping de Chine a exigé au président camerounais de mettre son gouvernement au travail. Et vous savez, les Chinois ont un style, ont leur style à eux. Ils sont un peu subtils dans leur manière de parler, dans leur manière de dire certaines choses. Parce que la langue chinoise a cela de particulier. Maintenant, mettre le gouvernement au travail, ça ne signifie pas que le gouvernement ne travaille pas, ça signifie tout simplement que le gouvernement travaille mal. Et le mettre au travail, ça signifie corriger toutes les indélicatesses en cours. Et vous conviendrez avec moi. Si je peux revenir, s'agissant du ministre Nganou Djoumessi, qui est quand même le ministre des Travaux publics actuels, il faut reconnaître que du côté des projets, de certains projets... il faut rappeler, avant que vous ne continuiez, que son secrétaire d'État est déjà dans les débats. Effectivement. Il faut donc rappeler que celui-ci, le ministère des Travaux publics, est l'un des départements qui ont bénéficié des financements en provenance de l'Empire du Milieu. Et ces financements font l'objet de trop de manipulations au moment de leurs exécutions, soit la partie camerounaise réduit la dimension des ouvrages
augmente, exige l'augmentation des enveloppes, mais à la fin, et plus tard, on se rend même compte que même quand la partie camerounaise essaie d'honorer ses engagements vis-à-vis contractuels dans le cadre des protocoles qui lient le Cameroun à la partie chinoise, il y a toujours des indélicatesses qui sont commises au niveau des indemnisations. Je prends par exemple le cas de l'autoroute Yaoundé-Douala où à Lobo, il y a eu d'énormes détournements massifs des indemnisations. Le Cameroun a libéré de l'argent, mais cet argent a été détourné et cet argent et ces détournements ont provoqué l'ire des populations qui ont passé leur temps ou alors qui passent leur temps à empêcher, à perturber l'exécution des travaux par des Chinois. C'est sûr que tel que c'est parti, il y a beaucoup de choses. L'opération épervier va se poursuivre et fera davantage de victimes parce que si jamais il est établi que ces deux ministres sont des prévaricateurs de fonds, effectivement, ils vont également subir le sort des autres. Mais alors, au-delà de tout cela, ces ministres qui sont arrêtés de part et d'autre, il y a quand même cette nécessité de ramener de l'argent. On a vu par exemple le maire Khalifa Sall qui a été condamné à 5 ans de prison au Sénégal, dont on a retenu le 5e de ses biens. C'est peut-être d'autres formes également pour récupérer de l'argent. Mais alors, pour la partie, est-ce que finalement, l'épervier, prendre des gens à mettre en prison, est-ce que c'est finalement la solution? Y a-t-il pas autre manière? Parce que le plus important, c'est renforcer les caisses de l'État. Si c'est prendre les prévaricateurs juste pour les mettre en prison, pour les jeter en prison, c'est loin d'être la solution. Ce serait davantage, le pays aura davantage une coloration politique. Mais maintenant, si c'est jeter les prévaricateurs en prison, confisquer leurs biens et renflouer les caisses de l'État à la suite de la confiscation des biens et de la vente aux enchères de certains parmi ceux-ci, serait peut-être une solution. Mais l'idéal même serait qu'il n'y ait jamais de détournement, que la fortune publique ne fasse jamais l'objet des atteintes. Mais maintenant, là, c'est une autre. Là, il faut une volonté politique réelle pour qu'on puisse en arriver. Là, malheureusement, on a l'impression que qu'il y a des choses qui tardent encore. Qui tardent encore, sur lesquelles personne ne veut prendre la décision. Tout à fait. Voyons un peu avec The Guardian Post, aussi en cours cette semaine, et notamment ce matin. The Guardian Post à la une de ce journal. Qui parmi ces prisonniers, regardez d'ailleurs les têtes qui vous sont proposées à travers votre petit écran, vous allez constater, hein, c'est une bonne dizaine des anciens prisonniers, on peut même déjà les appeler comme ça. Ils ont déjà mis quand même beaucoup de temps en prison. Pierre Claver Kodo, vous le connaissez, vos amis parmi ces prisonniers dont la tête mes amis, je reconnais des prisonniers. Alors, on dit donc, The Guardian Post, que dit-on la une? Qui parmi ces prisonniers VIP mérite la grâce présidentielle? Ça, c'est une question assez difficile. Est-ce qu'il y a un prisonnier qui devrait mériter la grâce présidentielle? Pourquoi The Guardian Post, depuis fort longtemps, depuis un bon bout de temps, ce journal, en obédience à anglophone, nous sort un peu des informations orientées, semble jouer sa partition peut-être dans la libération de certains dont il estime qu'ils doivent libérer. Mais on se demande bien, la question que tu poses est tellement fondée dans la mesure où déjà ce ne sont pas tous les prisonniers qui figurent sur cette une. Ça suffit en fait que The Guardian Post s'inscrit dans une démarche dont nous ne maîtrisons pas les fondamentaux. Mais c'est clair que le journal évoque déjà la grâce présidentielle. Le journal évoque ce n'est pas la grâce présidentielle. De lettre morte que The Guardian Post dit clairement que parmi ces prisonniers de luxe, quels sont ceux qui mériteraient la grâce présidentielle? Ça veut dire que quelque part, la grâce présidentielle est évoquée déjà. Sur d'autres dossiers, j'aime revenir sur cet aspect. Parce que c'est pour ça que la prévarication persiste dans nos pays et dans les pays francophones. Sur d'autres dossiers, par exemple en Chine, tous ces prisonniers n'en parleraient plus, puisqu'ils n'existeraient plus. Vous comprenez pourquoi? Tout à fait. Parce que simplement, ils auraient porté atteinte à la fortune publique en Chine. Et on les aurait mis à la guillotine. Les aurait mis à la guillotine et on n'en parlerait plus. Donc, parler même de grâce présidentielle, je crois que c'est revenir, c'est se comporter comme s'ils ne sont coupables de rien. Et c'est même une aberration, sinon une grosse imposture de voir le président de la République pouvoir accorder une grâce présidentielle à quelqu'un qui a fait autant de mal à ce pays. Parce que ces gens doivent être considérés comme des ennemis de la République. Alors d'ailleurs, lorsque vous regardez ces images, c'est tout un gouvernement qui se retrouve là-bas. Vous avez le Premier ministre qui est là, vous avez le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, qui fut également ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui suit.
Vous avez Yves-Michel Pocho, un directeur général des structures dont on connaît. Vous avez, ils sont nombreux qui suivent et qui suivent. Avec pour unique dominateur, prévaricateur des caisses du trésor public. De toute manière, ils peuvent déjà former le gouvernement là-bas. Ils ne restent qu'un chef d'État là-bas en prison pour faire, Vous pourrez me le nommer ou alors le désigner. Pour faire tout un État de toute manière. Hein, c'est tout ce qui reste. De Guardian Post, de toute manière, le journal suscite quand même la grâce présidentielle. On attend voir. Il y a cette grâce présidentielle que le chef de l'État, Paul Biya, accorde à certains prisonniers chaque année. Peut-être qu'il y en aura qui vont sortir de là. Pourquoi pas? De Guardian Post a déjà jeté, n'est-ce pas, de l'eau dans le pavé. Il ne reste que maintenant au chef d'État de décider qui de ces têtes pourront sortir. Il y a d'ailleurs au don, quand on sait ce qu'on donne vis-à-vis du chef de l'État. Bon, je ne voudrais pas dévoiler un secret ici. Ils sont nombreux qui y sont. Nous restons au Cameroun. Allons-y avec Cameroun Tribune aussi en course ce matin. Cette une camerounaise. Verdict dans ce jour, à la une dans des CT contentieux des sénatoriales. Verdict ce jour, selon le quotidien national gouvernemental, le SDF. Et l'UDC seront donc fixés sur les recours introduits en vue de l'annulation des élections dans les régions du sud-ouest et de l'ouest. Alors, ces recours ont été introduits quelques jours après les sénatoriales. Aujourd'hui, donc, la Cour constitutionnelle va blanchir dessus. Mais est-ce que ça vaut la peine, Pierre Claver Nkodo, quand on sait que sur les 9666 conseillers municipaux, le RDPC avait quasiment 75% des conseillers municipaux. Si on ajoute encore ces conseillers qui ont été volés de part et d'autre, notamment l'UFP qui en a perdu quasiment tous les conseillers à Yabati, ou sur les 24 conseillers, et il y a eu 20 pour le RDPC. Et vous voyez, est-ce que ça valait vraiment la peine que le SDF et l'UDC aillent se jeter dans l'incertitude? Non, ça fait partie du jeu politique et ça donne du travail à la Cour constitutionnelle. Il faut bien qu'elle s'occupe. Je crois que le SDF et l'UDC ont voulu là activer un levier qui est prévu par la loi, mais certainement sans une quelconque certitude de voir prospérer leur démarche, puisque lorsqu'on part de ce constat que le RDPC était déjà majoritaire au niveau des conseils municipaux, il était difficile pour un autre parti de pouvoir lui ravir la vedette. Et je crois que les résultats définitifs qui ont tombé dans quelques jours vont nous réconforter sur cette approche, parce que le RDPC risque de s'en sortir comme d'habitude, avec une large victoire, et les autres pourront quand même dire que non, malgré tout, nous avons introduit des recours qui n'ont pas prospéré. Tout à fait. De toute manière, on attend d'ici le 9 avril prochain, c'est-à-dire lundi prochain, pour des élections d'après la loi électorale qui dit que 15 jours après, notamment les élections, on doit déjà connaître les résultats, et précisément le 9, on pourra connaître ces résultats. Mais il faut dire avec vous, Pierre Claver Nkodo, que les réserves de l'UDC paraissent un peu surprenantes quand on sait quand même que la Cour constitutionnelle avait évacué cette question du 7e candidat de la liste du RDPC en premier ressort. Vous vous en souvenez, ce 7e nom qui faisait problème, qui pourtant avait déjà été évacué autour d'une assise de la Cour constitutionnelle. Pourquoi l'UDC revient à la charge? On ne sait pas. Le SDF, quant à lui, estime que dans le sud-ouest, il y a eu 2 départements où il n'y a pas eu des élections. Je ne sais pas pourquoi il dit cela. La Cour constitutionnelle va très bien vérifier cette situation pour voir s'il faudra reprendre les élections ou pas, ou tout au moins annuler une certaine liste qui aurait fait des malversations. Allons-y avec Expression économique, aussi en kiosque ce jour, qui parle de la santé publique, enquête sur les vrais faux médicaments de la rue. Ça, c'est vraiment intéressant. Nous dit Expression économique, le journal nous apprend que certaines formations sanitaires louent leur agrément aux tenanciers des pharmacies par terre. Des médecins détournent et revendent les médicaments aux commerçants ambulants. Plusieurs pharmaciens s'approvisionnent dans la rue. Cela n'est pas du tout inconnu, Pierre Claver Nkodo. On sait que le système fonctionne de cette manière. Bien sûr, on sait que le système fonctionne de cette manière, et pour importer les médicaments dans ce pays qu'on appelle au Cameroun, il faut absolument obtenir un agrément introduit par un pharmacien. Ça, c'est ce que il y a d'abord l'ordre des pharmaciens. Il y a l'ordre des pharmaciens. Qui vous offre un et agrément. vous trouvez dans les vrais faux médicaments dans la rue. Ça suffit simplement qu'il y ait une connexion entre certains pharmaciens et certains hommes d'affaires qui en fait animent le réseau. Vous savez, on est passé, il y a la zone, l'Asie, l'Inde qui est devenue un grand producteur de médicaments et qui peut les vendre à qui il veut, sans forcément passer par la France comme il y a 15-20 ans, comme c'était le cas.
Donc, il n'y a pas de surprise. Maintenant, il faut simplement que ceux qui sont en charge de veiller sur cette activité fassent preuve de beaucoup plus de vigilance. Alors, mais qu'est-ce qui fait que des gens préfèrent généralement abandonner les pharmacies pour aller s'approvisionner au bord des rues? On les voit tout le temps. C'est parce qu'on peut discuter sur le prix du médicament au bord de la rue, mais par contre, la pharmacie, on ne discute pas sur le prix. On te donne le prix et puis tu achètes. Si tu n'as pas assez d'argent, tu vas chercher, on te demande d'aller chercher l'argent pour compléter. Pourtant, dans la rue, le gars sait qu'il joue sur sa marge bénéficiaire, maîtrisant la structure de prix de son produit, il peut le vendre. Alors, vous voulez dire que c'est des conditions, c'est la pauvreté qui, finalement... Bien entendu. Et quand on sait que la santé coûte cher, on a envie de dire, les gens vont mourir. Parce que vraisemblablement, les médicaments de la rue qu'on retrouve au bord des rues, là, ne sont pas généralement des médicaments qui sont bien gardés. On les trouve au soleil avec tous ces intempéries. Les conditions. Vous demandez une Ivaquine, on vous donne l'aspirine. Vous demandez, et puis tout ça là, à un moment donné, ça crée d'autres complications dans le Tout ça, ça fait partie des conséquences de la pauvreté ambiante. Les gens sont obligés de ça. Et de la malgouvernance, parce que malgouvernance, effectivement. Il ne faudra pas oublier que l'État devrait prendre à bras le corps ce problème de santé. Malheureusement, c'est un problème général que nous vivons en Afrique. Et dans cette Afrique subsaharienne davantage, parce qu'en Afrique blanche, on est un peu conscientisé dans cette histoire-là. Alors, Pierre-Claver Kodo, nous restons au Cameroun, allons-y avec Info Matin, qui nous parle de cette nécrologie ce matin et qui va forcément nous faire mal, nous aussi. La misère emporte au Nanaïlundu, nous dit alors Info Matin. L'ancien défenseur des Lions indomptables est décédé dans un dénuement total dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile à Yaoundé, à l'âge de 67 ans. Pierre-Claver Kodo, vous avez applaudi ce monsieur quand il jouait au sein de l'équipe nationale. Il a fait des prouesses au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Mais comment comprendre cette situation qui fait en sorte que ces anciennes gloires finalement croupissent dans la misère et ils meurent comme des petits rats? Mais parce qu'il n'y a pas une structure qui les prend en charge après leur... mais je crois que l'État devrait trouver un moyen de continuer à entretenir ces gens qui ont quand même porté au nom du Cameroun. Mais c'est comme ce n'est pas le cas, que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs, les sportifs en général. Vous avez un là, Joseph Bessala, oui. Vous le connaissez? Très bien, très bien. Lorsqu'il entrait dans un taxi, il arrivait à destination, il descendait. Vous lui demandez l'argent, il dit que non, moi j'ai rendu des services à ce pays. Ah oui, je n'ai jamais bien reçu, donc je n'ai même pas un 5 francs pour payer votre taxi. Oui, lui ne se faisait pas marcher dessus, et puis quand il te rappelait que c'est... Un médaillé, il a eu une médaille d'or olympique, on s'en souvient. Joseph Bessala. Alors, est-ce que là, ce n'est pas une défaillance de l'État du Cameroun qui finalement s'intéresse à des choses qui ne valent pas mieux, franchement, parce que quand on regarde ces Gaulois quand même qui ont ici le drapeau camerounais au sommet et qui se retrouvent en train de mourir comme des petits rats, et de cette manière, est-ce que ça ne donne pas matière à réflexion, Pierre-Claver? Bien entendu, ça donne matière à réflexion. Ça donne matière à réflexion parce que c'est... pour les jeunes générations, elles ont l'impression qu'elles ne se sentent pas suffisamment motivées pour servir la nation déjà. Parce que dans le domaine sportif, c'est des domaines où on ne peut pas faire. Lorsqu'on fait carrière dans le sport ou bien dans la musique, il y a quand même un âge où on est obligé d'arrêter. Par exemple, dans le sport, lui à 67 ans ne pouvait plus faire du football. On l'appelait Panka. Panka, c'était un joueur extrêmement véloce, un joueur extrêmement efficace, que tout le monde a vu, que tout le monde a apprécié dans la nationale, même à l'époque il jouait. Donc on le surnommait Panka. On le surnommait Panka. Panka, oui. Un défenseur hors pair. Hors pair. Mais aujourd'hui, vous devez voir, et puis eux-mêmes à l'époque ne gagnaient pas grand-chose. Hein. Ils ne gagnaient pas grand-chose, c'est des gens qui ont défendu les couleurs du Cameroun sans contrepartie en réalité. Mais si le Cameroun peut au moins peut s'inspirer de ce qui arrive là, pour mettre en place une structure capable de les prendre en charge, au moins, ou alors de leur affecter quelque chose même de symbolique. Tout à fait. En guise de reconnaissance. Mais il y a quelques rares qui ont quand même pu s'initier grâce à leurs moyens, leurs propres moyens. Il faut dire, Tchofi Labega, père à son âme, qui décède, il était quand même maire, on l'a connu, donc il s'est forgé un terrain sur le champ politique. Il s'est forgé une voie sur le champ politique. Ceux qui n'ont pas pu faire de la politique, malheureusement, sont en train de mourir comme ils meurent là. Et puis, vous vous en souvenez aussi, pour parler un peu de Roger Mila, on sait très bien que ce sont ses connexions à l'extérieur
qui font de lui quelqu'un qui peut aujourd'hui marcher avec la tête haute. Il a déjà un peu d'argent avec sa fondation et tout. Mais on ne peut pas dire que c'est l'État de Cameroun qui a forgé la richesse de M. Roger Mila, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il a été nommé ambassadeur itinérant, mais bien avant, ils sont comme ça, on peut les citer. De toute façon, Raoul, je pense que l'État devrait vraiment prendre ses responsabilités pour pouvoir exprimer sa reconnaissance, quitte à établir un cahier de charges pour vis-à-vis de toutes ces gloires. Que ce soit, je dis bien que ce soit dans le football ou les arts. Il faut bien que l'État fasse quelque chose parce que tous ceux qui ont contribué qui ont porté haut les couleurs du Cameroun méritent quand même une attention. Que ce soit les sportifs ou encore les artistes. Il faut bien trouver un cadre. Il faut trouver une solution. Pourquoi ne pas leur affecter un petit salaire, je ne sais pas. Il y en a maintenant qui sont obligés de fuir le pays. Ils se retrouvent dans d'autres continents où ils sont perdus, on ne sait même plus où ils sont. Vous avez connu certains, on ne sait pas où il se trouve encore un boxeur camerounais. En fait, je cherche son nom. Il reviendra peut-être dans ma tête. Ils sont nombreux qui sont partis. Ils avaient vu la jeune Bango qui est revenue avec des médailles olympiques. Finalement, elle a préféré s'exiler ailleurs. Voilà. Parce que forcément, on a un pays qui ne connaît pas ce genre de talent et qui laisse ces gens-là pratiquement abandonnés tout seuls. Et puis, lorsqu'ils prennent une médaille, on vient applaudir. Et c'est dommage. C'est dommage. Allons-y avec mutation aussi en Turquie cette semaine. Que dit donc le journal Mutation? Le viol de 2 fillettes. Il viole 2 fillettes et se réfugie donc à une église à Yaoundé. Le présumé bourreau, âgé de 25 ans, est gardé à vue à la brigade de Konegui. Pierre Claver Godo, un seul mot. Il est allé se réfugier à l'église comme pour dire que... Encore dans une église. Encore dans une église. Il est allé se réfugier à l'église comme pour dire que, bon voilà, dans la maison de Dieu quand même, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas inquiété. Voilà. Et ça nous rappelle la cavale de l'un des... Mais non, on peut la réflexion sur ces cas de viol, ces jeunes filles qui sont violées aujourd'hui, est-ce qu'elles n'excitent pas elles-mêmes les hommes à avoir un regard sur elles avec des accoutrements qui sont au dehors aujourd'hui, qui laissent vraiment... qui invite au viol. Qui invite au viol. Finalement, est-ce qu'au-delà de l'acte qui est posé, ne faut-il pas amener la réflexion un peu loin? Demander déjà à ces jeunes filles d'être bien habillées. Je crois qu'il faut demander justement à ces jeunes filles d'être bien habillées pour éviter d'être victimes des viols. Voir les filles se balader dans certaines tenues actuellement qui sont en fait des invités au viol, c'est mettre même en danger la sécurité des hommes qui sont capables de se retenir. Dans des cas comme celui que nous évoquons là, c'est des cas qui peuvent se répéter. Celui-là, on est au courant parce que c'est notre confrère Mutation en a parlé. Mais c'est sûr que chaque jour, ça se passe quelque part. Il y a des cas isolés dont on ne connaît même pas. Quelque part, parce que les filles elles-mêmes invitent. Non, elles s'amènent au viol. Elles s'amènent au viol. Pierre Claver Godo, ils ont une expression, la DVD. Vous avez une idée de ça? Parler de dos, ventre, dehors. DVD. Voilà. Alors, si le dos et le ventre sont dehors, vous voulez que le viol ne soient pas victimes de viol? Non, ils seront victimes du viol. Allons-y avec le quotidien de l'économie aussi en Turquie ce matin. Que dit donc la une de le quotidien de l'économie? Menace donc sur les filières avicoles et de blé du fait de nouvelles exigences de la BEAC en matière de transfert de fonds. Les acteurs de la minoterie et des reproducteurs utilisés dans l'aviculture peinent à payer leurs fournisseurs de matières premières basées à l'étranger. On sait quand même que la filière avicole est de temps en temps menacée au Cameroun, dû de la complexité même de cette filière. Aussi, il faut dire les moyens qui ne s'accompagnent pas pour permettre à ce producteur de se mettre à l'abri de certaines maladies qui très souvent pourchassent ces poulets et bien d'autres. Alors Pierre Claver Godo, est-ce que là l'État peut ménager un effort aussi? Oui, c'est toujours à l'État de trouver des solutions au cas pareil, parce que l'État a le devoir de préserver ses filières, ces différentes filières, que ce soit avicole ou alors celle du blé, puisque c'est le poulet est un domaine, la filière avicole par exemple est un domaine extrêmement sensible, autant que celle du blé. Maintenant, c'est à l'État de trouver des moyens, de mettre en place des mécanismes pour éviter, comme ça a été le cas, comme c'est très souvent le cas, pour éviter que
ces acteurs économiques rencontrent encore des difficultés comme ils en ont l'habitude comme ils en ont rencontré il y a quelques années avec la fameuse grippe aviaire effectivement, qui a fait détruire plusieurs chapelles. Oui. Et on a retrouvé pratiquement des producteurs, des agriculteurs, des producteurs de cette filière tombés en ruine. Hein. Beaucoup sont tombés en ruine. Et puis j'ai comme l'impression que vous savez que l'Occident est un gros producteur de produits le poulet de chair congelé. Et j'ai l'impression que de temps à autre, quand il n'arrive plus à vendre, il crée un incident. Malheureusement, le poulet congelé n'entre plus au Cameroun, même s'ils viennent vider tous les chaptels qui sont au Cameroun, le poulet congelé n'entrera plus. On va manger des escargots. Les gens vont manger des escargots. Il ne reste que de manger ce poulet congelé. Il n'entrera plus sur le sol camerounais. Allons-y avec le jour aussi en kiosque. Nous n'allons pas commenter cette une de Le Jour parce que de peur de blesser quelques sensibilités. Putsch du 6 avril donc, le testament de Guérandi, titre alors Le Jour. Allez donc savoir ce que dit Guérandi dans son testament avec le quotidien Le Jour qui est en kiosque également depuis quelques heures. Nous sortons donc du Cameroun, allons dire en République centrafricaine avec Corbonius aussi en kiosque ce matin. La RSA lance donc le projet fibre optique. En effet, après les 3G+, disponibles en République centrafricaine en matière d'offres Internet, le pays vient donc de lancer un géant projet de fibre optique, le projet CAB. Il s'agit d'un désenclavement du numérique. Le projet datant de 2015 peut être mis à l'actif de l'actuel chef de l'État, le président Faustin Archange Touadéra. Pierre Clavenco, une avancée considérable pour la République centrafricaine qui, me semble-t-il, souffre toujours du chaud et du froid. Une avancée considérable sous le magistère d'Archange Touadéra. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un pays puisse être en marge de cette évolution technologique. Je crois que le président est dans son rôle, il essaie d'apporter un peu plus à son pays, malgré l'insécurité ambiante et les difficultés qui sont chroniques à ce pays-là, avec toutes ces contradictions. Tout à fait. Allons-y avec l'Union au Gabon. Nous n'allons pas nous attarder sur cette une. L'Union, donc, on parle de l'assassinat d'une vendeuse en pharmacie à Chibanga, nous dit donc l'Union. Meurtrier en culotte courte, c'est un adolescent de 14 ans, par ailleurs fils de la collègue de sa victime, qui serait l'auteur du meurtre d'une vendeuse en pharmacie. Marthe Chanel, c'est son nom, 35 ans, un crime crapuleux à en croire l'Union, qui révèle d'ailleurs que le jeune meurtrier visait la caisse qui contenait 500 000 francs CFA. Pierre Clavenco, voilà encore un autre meurtre qui, donc, ce sont les adolescents de 14 ans. Est-ce que finalement les parents ont foutu le camp en matière d'éducation des enfants? Comment comprendre qu'à 14 ans, on soit si violent au point où il faut tuer pour aller prendre de l'argent dans une caisse qui ne vous appartient pas? C'est un problème de société. Les parents ont une responsabilité réelle dans cette dégradation de l'éducation, parce que ce n'est pas seulement à l'école d'éduquer les enfants. L'école, c'est 3 pôles. Il y a les parents, il y a l'école, il y a les enseignants. Maintenant, si les parents démissionnent, d'abord les parents sont le pilier principal, le pôle principal. Si les parents démissionnent, parce que là c'est une question, il est question, j'ai vu ces images-là sur le net, je pense que c'est les parents qui de plus en plus démissionnent de leur responsabilité. Ils n'ont pas encore les regards sur des enfants. Ils veulent imiter. Ils ne fouettent plus les enfants, par exemple. Ils disent que les enfants, il faut respecter les droits des enfants, parce que nous avalons tout à l'envers, même si ça doit nous étouffer. Depuis que les nouvelles là sont sorties là, on voit les enfants des Blancs dire que papa, j'ai grandi. Voilà. J'ai choisi moi-même ce que je veux. Non, écoute, moi je peux déjà décider de ce que je veux, je peux déjà décider de faire ce que je veux. Mais je veux revenir quand même sur cette actualité parlant de l'argent qui a été tué pour de l'argent. Mais il y a une actualité également qui fait le chou gras ces derniers temps à Yaoundé, qui fait état d'une jeune dame qui a aussi porté, pour parler des jeunes, une jeune dame en poste à la trésorerie centrale de Yaoundé qui a porté quelques milliards et elle a disparu. Elle a disparu avec. Donc c'est toujours des jeunes. Vous comprenez qu'il y a un véritable problème d'éducation qui se pose et qui nous interpelle tous, qui interpelle les parents, qui interpelle même le gouvernement. C'est une situation assez critique qui, me semble-t-il, peut pourrir toute une société si jamais on laisse les conditions aller
de cette manière-là. Gabon Echo, aussi en kiosque, allons-y, nous restons au Gabon. Maintenant, nous allons aux choses sérieuses. Présence d'Olam à Kango, relance des tissus socio-économiques. C'est une question d'ailleurs qui intéresse Gabon Echo, qui avoue que depuis la création d'une usine de transformation de noix de palme à Kango, de nombreux jeunes, jusque-là sans emploi, ont pu en obtenir. Le journal relève d'ailleurs que la ville de Kango, dans la province de l'Estuaire, du fait de son positionnement géographique, a toujours attiré les industriels. Alors Pierre Claver Kodo, des initiatives de ce genre doivent se multiplier pour absorber le flux des chômeurs qui ne cessent d'augmenter. Naturellement, ces initiatives, il faut les mettre à l'actif du président Ali Ben Bongo, parce que vous savez, le Gabon est resté pendant des décennies ancré sur l'exploitation du pétrole. Mais aujourd'hui, on reconnaît quand même que le président avec des coûts du baril du pétrole qui chancellent, qui montent et descendent, voilà, le Gabon se trouve en difficulté. Quand vous voyez la taille de ces palmiers à huile, vous vous rendez compte que c'est de très jeunes palmiers, donc c'est des jeunes, c'est une exploitation qui vient juste d'être mise en route. Et certainement, d'ici là, il y aura beaucoup d'emplois de ce côté, parce que l'activité agricole a besoin d'une... Tout à fait, tout à fait. D'abord que la population du Gabon n'est pas assez nombreuse. Voilà. S'il faut absorber peut-être 200 jeunes, ça pourra déjà donner un coup de pouce à ces pays frères. Tchad Info, également en kiosque ce jour, nous sommes là au Tchad, et précisément en N'Djamena. Il n'est pas normal que les parades se fassent lors des mariages et surtout des tirs d'armes à feu, disait alors Ahmed Bachir, qui, dans une rencontre avec les maires des arrondissements de N'Djamena, a interdit des parades de cortège de mariage dans la ville de N'Djamena et sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance dit avoir constaté un laisser-aller de la part des responsables de la sécurité, Pierre Claver Kodo. Désormais, on aura droit au mariage au froid. Vous savez que les gens aiment trop du boucan quand il faut se marier, donc maintenant... Là-bas, on aura droit au mariage au foie. Je crois que ce sera bien le cas. Ce sera bien le cas parce qu'ils étaient déjà habitués à faire du boucan lors des mariages. Maintenant, ils sont obligés. Puisque c'est le ministre interdit. Interdit désormais tous ces tralala dont ils étaient habitués. Mais je crois que c'est une mesure qui... vous savez, le Tchad, c'est un pays qui est quand même sous le coup qui reste sous le coup de la menace de Boko Haram. Et ce genre de manifestation peut effectivement... Surtout là, il faut tirer des armes à feu. Surtout, quand il y a des tirs d'armes à feu. Voilà, et il peut y avoir des infiltrations. Et puis, pendant que vous croyez que ces armes à feu que vous avez l'habitude de tirer, ce sera alors plutôt un ennemi. Oui. Alors que c'est des assassins qui sont plutôt en train de tirer sur la foule. Donc, je pense que c'est une décision, c'est une mesure c'est une décision raisonnable. Qui a sa place, oui. Assez raisonnable pour vous. Mais sauf que les fêtards ne comprendront pas ça. Ils vont se dire que, bon, ben, ils voulaient fêter, danser. Dans le fond, vous savez, l'homme noir, s'il ne fait pas du boucan de façon exagérée, c'est qu'il ne fait pas. S'il ne danse pas à longueur de rue, ne bloque pas les véhicules, ça suffit que c'est un tard. C'est qu'il ne fait vraiment rien. C'est un tard, mais ça ne change rien puisque le mariage a eu lieu. Qu'il y ait du boucan ou pas, quand le mariage a eu lieu, il a déjà eu lieu. Je crois que ce sont les habitudes qu'il faut changer. Il faut changer. Il faut savoir respecter le calme, respecter la tranquillité des autres. Ce n'est pas parce que vous célébrez un mariage que vous allez faire le boucan, casser les oreilles de tout le monde. Et tirer des coups de feu en l'air, que ça va changer quelque chose. Il y a des cardiaques autour de vous qui peuvent succomber à vos bruits. Al-Huda, nous allons rester au Tchad avec Al-Huda maintenant, qui parle donc de la Libye négociée avec les rebelles tchadiens, selon les chefs des tribus Haftar. Selon Al-Huda, donc, qui relaie cette information, l'offensive du général Khalifa Haftar contre les positions des rebelles tchadiens ne semble pas obtenir l'aval des chefs des tribus libyennes. Ces derniers souhaitent que l'homme fort obtienne le retrait des rebelles par la négociation. Pierre Claver, est-ce qu'on négocie avec les rebelles? On ne devrait pas négocier avec les rebelles. Quand quelqu'un entre en rébellion, ça signifie qu'il est engagé. Vous les tuez tous. Tout simplement. Comment ces chefs la demandent à ce qu'il y ait négociation? Je crois que le général Haftar a raison. Il doit foncer sur eux, c'est tout. C'est très grave. Les États-Unis, s'ils entendent ça, ils vont brûler ces chefs-là. Nous savons que les rebelles ne sont pas des gens sérieux. Vous allez négocier avec quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ce n'est même pas la peine d'y penser.
Alors, comment comprendre donc cette position de ces chefs qui, peut-être qu'on peut voir, est-ce que... Peut-être que les chefs ont des affinités avec ces rebelles. Avec ces rebelles. Ils se disent, non, si pour négocier, ça va déboucher sur quoi? Il faudra leur trouver de l'argent. Il faudra leur demander, écoutez, déposer les armes, arrêter de sortir de cette Encore que ce rébellion. sont des rebelles tchadiens, ils n'ont rien à foutre de la Libye. Qu'est-ce qu'ils font en Libye? Ils font en Libye. Ça veut dire que la Libye est devenue la base arrière justement de ces rebelles tchadiens qui risquent un jour causer. S'ils avaient même les moyens, ils auraient déjà causé du tort au Tchad. Mais de temps en temps, quand ils lancent des attaques. C'est très souvent qu'au Tchad, ce sont les rebelles qui mettent ces pays en danger. Ils viennent de partout et pour déranger le régime pourtant qui aspire à la paix. Nous sortons de là, allons-y au Congo-Brazzaville, avec les dépêches de Brazzaville en kiosque également depuis quelques temps. Collecte sang, le CNTS se déploie donc sur les lieux publics. Ainsi, donc, le Centre national de transfusion sanguine a lancé une campagne de collecte de sang sur les lieux publics. Le premier site choisi par les initiateurs de l'opération est, il faut le dire, le supermarché Casino, où plusieurs donneurs bénévoles ont accompli le geste destiné à sauver des vies. Pierre Claver Kodo, un geste merveilleux destiné à sauver des vies, mais qui a également d'énormes risques. Vous vous en souvenez de cette affaire de sang contaminé à Paris qui a emporté le ministre Pierre Bérégovoy, qui s'était donné la mort. Alors, face aux situations pareilles, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces cas de sang contaminé? Parce que c'est quand même des foules, des gens viennent avec des sangs qui sont quelquefois souillés. Comment ça se passe pour préserver la sainteté des uns et des autres? Non, mais je pense que là, c'est une question technique. C'est un sang contaminé, c'est au moment du prélèvement qu'on se rend compte qu'il est contaminé. Maintenant, c'est ceux qui décident on décide de le conserver. De bien le prendre et le mélanger avec du sang sain, ça pose un problème. Voilà. Donc maintenant, si le taux de sang souillé est supérieur à celui des sangs sains, est plus élevé, donc ça peut aussi poser problème. Mais il s'agit tout simplement, sinon dans le fond l'initiative est louable parce que chaque hôpital devrait en fait disposer d'une banque de sang. Vous savez, le sang est un produit rare qui est utilisé généralement dans les urgences. Par exemple, lorsque quelqu'un est victime d'un accident au cours duquel il a perdu beaucoup de sang, ou il y a de suite d'une opération chirurgicale, on a toujours besoin du sang. Vous avez déjà suivi cette opération, Pierre Claver? Non, j'ai des parents qui ont été très malades et qui on a exigé de les approvisionner en sang. C'est vrai qu'on m'a appelé moi-même une fois d'aller donner mon sang. Voilà. Arrivé là-bas, on m'a dit que apparemment, la tension était très haute. On m'a dit non, monsieur, on ne peut pas prendre votre sang maintenant. Voilà. Revenez demain. Voilà. Et le demain, là, n'est jamais arrivé. Vous ne plus jamais repassé. Alors, ce sont des opérations très, très dangereuses, il faut le dire, hein, qui sauvent des vies, mais qui demeurent également très dangereuses. Bien sûr. La prospérité, maintenant, allons-y, en République démocratique du Congo, avec la prospérité aussi en course depuis quelques heures pour en finir avec les dépendances aux importations en République démocratique du Congo. C'est du moins le message que délivre Jean-Lucien Bussard aux participants de la table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais, dont les travaux se déroulent du 2 au 4 avril, organisés sur le haut patronage du chef d'État Joseph Kabila. Le gouvernement est déterminé donc à relever le défi d'une économie qui repose sur un secteur productif dynamique axé sur l'agriculture et l'industrie. Là aussi, on pose la problématique de limiter les importations. Pierre Claver, est-ce que ce n'est pas là le ventre mou même des économies africaines où les gens importent plus qu'ils n'exportent? Il convient, Raoul, de préciser que les importations alimentent, les taxes tirées des importations alimentent les services de la dette en faveur du FMI et de la Banque mondiale. Et vous verrez, on tient de très longs discours s'agissant de l'appropriation des outils, des leviers de développement de l'agriculture de manière endogène. Vous voyez, mais cela n'a jamais pu se réaliser parce que c'est contre-productif pour le FMI. Le FMI n'acceptera jamais qu'un pays africain puisse jouir véritablement d'une autonomie, d'une autosuffisance alimentaire, par exemple en matière de riz. Par exemple en matière de riz. Vous verrez, il y a des pays qui ont des bassins de production de riz et même qui peuvent produire du poisson.
bah, tous ces produits-là garantis sont vendus aux pays africains pour garantir le remboursement de leurs dettes. Or, l'Occident vit de la dette. On nous impose des dettes, et nous nous plaisons à les prendre, mais nous garantissons le remboursement avec les taxes liées à l'importation des produits de première nécessité. Donc, c'est le ministre qui tente de prendre... Le ministre Boussa. Oui, le ministre Boussa, il court dans le sac parce que même son patron sait de quoi s'agit-il. Oui, mais il faudra peut-être au-delà du fait qu'il court dans le sac, on peut noter quand même, si on met en exergue le secteur de l'agriculture, la riziculture, je crois que forcément on pourra limiter les importations. Un pays que je connais très bien, que je ne cite pas le nom sur ce plateau, importe chaque année du riz. Je vous assure, si je vous donne le chiffre, vous allez tomber de nu. Donc c'est un peu, alors qu'il y a bel et bien le riz qui est produit dans ce pays, ce riz qui est d'ailleurs d'une très bonne qualité, mais qui n'a jamais été expérimenté par les habitants de ce pays, qui ne se limite qu'à une certaine région. Et cela pose un problème. Est-ce que là, il ne faudra pas mettre un accent sur les cultures locales pour limiter tout au moins ces importations? Le développement comme nous sommes en train de parler du riz, vous savez que l'agriculture est un bassin d'emploi. Non, un bassin d'emploi. Raoul, à qui profite même la pauvreté ambiante dans nos pays? C'est la question que j'aimerais poser. Moi. Cette question, si vous essayez de trouver une réponse à cette question, vous vous rendez compte que nous ne sommes pas pauvres parce que nous voulons être pauvres, nous sommes pauvres parce que tout est mis en place pour nous, soyons pauvres et dépendants. Alors, on parlait tantôt d'un pays qui a un potentiel... un énorme potentiel en matière de production de riz, mais qui curieusement importe énormément de riz. Ça se passe, c'est simplement parce que c'est avec les taxes tirées de ces importations de riz que les taxes sont prélevées à l'entrée des produits sur le territoire des pays concernés et immédiatement reversées dans le service de la dette. Donc, c'est un engrenage. Malheureusement, ça nous met en difficulté. C'est un engrenage, mais aucun responsable. Si le jour où nos dirigeants en Afrique francophone ou alors en Afrique tout court prendront conscience des enjeux, mais on se pose déjà la question de savoir comment ils n'arrivent-ils pas. Parce que si nous autres, nous pouvons nous en apercevoir, ce ne sont pas ceux qui ne sont pas au courant. Nous irons maintenant au pas de course, peut-être 2 ou 3 minutes encore pour sortir de ce programme. Fraternité matin. En kiosque également ce matin, coopération Côte d'Ivoire, Togo, Fort Gnassingbé en visite à Abidjan. D'ailleurs, ce matin, selon le journal, le président togolais sera accueilli par son homologue ivoirien autour de 11 h. Cette visite intervient après celle du 21 novembre 2017. Il s'agit pour les deux chefs d'État de renforcer la coopération multiforme. Pierre Claver Kodo, M. Alassane Dramane Ouattara invite une nouvelle fois Fort Gnassingbé en Côte d'Ivoire, au-delà des liens de coopération qui lie d'ailleurs les deux pays. Il n'y a que le Togo vit une crise et la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle moteur pour la résolution de cette crise. Voilà donc au moins certains qui se reconnaissent appartenir au même camp, au même bord. Fort Gnassingbé et Ouattara appartiennent au même bord, c'est-à-dire appartiennent à ceux-là, à cette catégorie de dirigeants africains qui décident contre l'intérêt de leur peuple de rester sous le joug de la France. Voir donc une fois de plus Fort Gnassingbé se rendre visite à Ouattara signifie à mon avis simplement que Ouattara profitera pour lui dire voilà, laisse ton peuple se tuer dans la rue, qu'on tient bon tout simplement puisque de toutes les façons... Donc, vraisemblablement, vous n'attendez rien de cette visite. Strictement ça ne va apporter rien au Togo. Au Togo, ça ne va strictement rien apporter au Togo. Au contraire, l'autre lui donnera des conseils pour endurcir ses positions. Alors, sortons donc de cette émission avec l'Observateur au Sénégal, aussi en kiosque ce matin. Verdict donc du procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Le tribunal condamne la salle Besogne. Le journal évoque ces faits qui motivent les peines de 5 à 2 ans d'emprisonnement ferme infligées à Khalifa Sall et Sieur. Le 5e de ses biens présents confisqués au profit de la nation. Nos confrères disent d'ailleurs que le maire de Dakar risque la perte de ses droits civiques et la révocation totale. Pierre Claver Kodo, le verdict est désormais tombé. Celui qui était présenté comme l'un des rivaux, je voudrais dire l'un des rivaux les plus farouches
au président Macky Sall lors de la présidentielle de 2019, est tombé, il est en prison. Il va puger 5 ans d'emprisonnement ferme, une façon de l'écarter définitivement de la cause aux élections présidentielles. Au-delà du fait que ce procès soit vu plus ou moins comme un procès de droit commun, s'il n'y avait pas de la posture politique à y voir aussi. Je crois qu'il y a une coloration politique. D'abord, c'est un procès essentiellement politique, mais c'est parce que monsieur le maire de Dakar, Khalifa Sall, a prêté le flanc. Et l'autre, son adversaire, a saisi la balle au vol et lui flanque un coup. N'oubliez pas que la défense de Macky Sall dit que les fonds dont on parle, qui sont d'ailleurs une caisse politique, dont les fonds peuvent être utilisés à des fins politiques. D'ailleurs, il a dit clairement que le président Macky Sall lui-même en avait utilisé une fois lors de sa campagne. Pourquoi pense-t-il que maintenant, lui qui en a utilisé aussi pour en faire la campagne, ça devrait être un problème? Et vraisemblablement, et lorsque vous regardez, on dirait même que les faits ont été réqualifiés. On parle maintenant de faux usage de fonds. On ne parle plus de ces détournements assez énormes comme on parlait avant. Pierre Claver Kolo, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là comme une espèce de ping-pong auquel cette justice sénégalaise essaie d'entraîner des gens? C'est un règlement de compte et la justice, une fois de plus, on réalise que la justice n'est pas totalement indépendante vis-à-vis de l'exécutif. Mais j'insiste là-dessus. Khalifa Sall aurait dû faire très attention depuis toujours, sachant qu'il avait des ambitions politiques. Il a prêté le flanc et il prend le coup. Et vous savez qu'il perd d'ailleurs ses droits civiques, et c'est ça le maire, ça signifie qu'il doit désormais réaliser qu'il ne sera plus jamais candidat à une élection présidentielle. Et ça fait les bonnes affaires de Macky Sall, qui entre-temps pourra toujours faire réviser la Constitution, ou le cas échéant au moins se tenir à l'écart et contrôler le pouvoir, étant sûr et en la certitude que Khalifa Sall ne se retrouvera plus jamais à travers son chemin. Et qui a exécuté la sale besogne, c'est bien la justice. Merci à vous, Pierre Claver Kodo. Nous sortons de ce programme. Nous avons fait le tour de l'horloge dans le cadre de cette grande tribune. Merci de nous avoir accordé de votre attention chez vous, Pierre Claver Kodo. Votre expertise nous a encore servi ce matin. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, très très prochainement. Alors, tout de suite après nous, vous allez suivre ce flash que vous propose Michel Zili, et ensuite, vous resterez en compagnie des programmes d'Afrique Média. Passez bien après. Vous aurez le relais Afrique qui vous permettrait donc d'avoir toute l'actualité telle que commentée par les différentes chaînes de télévision africaines. Excellente journée à vous et à plus tard.